Alors, je vous avais dit donc la semaine dernière que sur le point de départ, tout était résumé en fait sur la demi-équation électronique qui se trouve à ce niveau-là. Et donc attention, c'est une demi-équation électronique. On a ici donc des électrons qui vont être échangés entre donc l'oxydant et le réducteur donc d'un couple. L'oxydant, c'est l'espèce chimique qui capte des électrons, le réducteur, l'espèce chimique qui cède des électrons. Et puis ensuite, donc, lorsqu'on passe du réducteur à l'oxydant, c'est une oxydation, une réduction. Si on passe au contraire, donc, de l'oxydant au réducteur. Ce que j'avais dit également, c'est que lorsqu'on a une réaction d'oxydoréduction, les électrons ne pouvant pas exister en solution, il faut ici réajuster la demi-équation électronique en multipliant par 2 ici l'ensemble des espèces chimiques qui interviennent, de manière à ce qu'on ait le même nombre d'électrons échangés dans les deux demi-équations électroniques, de manière à obtenir ici la réaction d'oxydoréduction. Et donc, contrairement aux demi-équations électroniques où les électrons apparaissent formellement, ce n'est plus le cas pour la réaction d'oxydoréduction, où on remarque qu'il n'y a plus d'électrons visibles. Alors, pour autant, des électrons sont échangés, mais ils vont être échangés donc, directement entre l'oxydant et le réducteur de deux couples différents pour donner les espèces conjuguées. Bien, alors, ce petit rappel étant fait, donc on va reparler un petit peu donc, de la notion de nombre d'oxydation. Je l'avais à peine attaqué donc, la semaine dernière. Donc, le nombre d'oxydation, ça va être utile pour nous pour équilibrer les demi-équations électroniques, mais vous en passiez au lycée, donc on pourrait continuer à s'en passer ici pour équilibrer les demi-équations électroniques. Après, dans la pratique, je vous avais dit, ça va être surtout utile dans le dernier chapitre d'oxydoréduction, c'est celui qui va être relatif au diagramme potentiel pH, où ces nombres d'oxydation vont nous permettre de placer les espèces chimiques sur le diagramme. Donc, même si ici, ils ne sont pas indispensables pour équilibrer les demi-équations électroniques, pour ma foi, il faut maîtriser cette notion-là parce que ça va être utile pour la suite. L'idée, c'est la suivante. Donc, le nombre d'oxydation, il va caractériser l'état d'oxydation d'une espèce chimique. Alors, ce terme, caractériser l'état d'oxydation d'une espèce chimique, il faut quand même essayer d'être un tout petit peu plus précis, simplement parce que, à proprement parler, un nombre d'oxydation, ça ne caractérise pas une espèce chimique, mais un élément dans une espèce chimique. Donc, si vous avez lu le cours, si on a donc des espèces qui sont constituées d'un seul type d'atome, du cuivre par exemple métallique, là on peut parler indifféremment du nombre d'oxydation, en gros de l'atome de cuivre ou de l'espèce chimique. Mais à proprement parler, c'est le nombre d'oxydation de l'élément cuivre dans l'espèce chimique considérée. Et donc, si on s'intéresse à du cuivre métallique, c'est le nombre d'oxydation de l'élément cuivre dans l'espèce chimique est le cuivre métallique. Alors, ça, c'est important parce qu'on va aussi s'intéresser à des espèces qui sont polyatomiques. On va avoir plusieurs types d'atomes au sein d'une espèce chimique. Et en fait, chaque élément qui vont constituer cette espèce chimique seront caractérisés par une valeur spécifique de nombre d'oxydation. Donc, ce nombre d'oxydation, il est vraiment associé à un élément chimique donné. Les règles sont les suivantes pour établir le nombre d'oxydations associé à un élément. Donc, si on a des corps purs simples, le nombre d'oxydations ici il est égal à 0. Alors, les corps purs simples, là, je vous en ai mis quelques-uns en exemple, H2, O2, N2, Cl2, Fe, Cu, Na. Donc, remarquez bien que ce qu'on appelle les corps purs simples, ce sont les espèces chimiques qui vont être formées avec un seul type d'élément chimique et ces espèces chimiques étant stables sous forme isolée. Donc, si vous prenez par exemple un atome d'hydrogène, il ne respecte pas la règle du Dewey, l'atome d'hydrogène, donc il ne peut pas exister sous forme isolée, sous forme d'atome d'hydrogène. Donc, il y a deux atomes d'hydrogène qui vont constituer une molécule de H2, et donc le corps pur simple associé à l'élément hydrogène, c'est H2. On n'a qu'un seul type d'atome ici qui constitue cette molécule-là. Si vous prenez N2 par exemple, c'est la même chose, sous forme atomique isolée. L'atome d'azote, lui, il n'est pas stable parce qu'il ne respecte pas la règle de l'octet. Et donc, le corps pur simple
auquel on s'intéresse doit être constitué uniquement d'un seul type d'atome, en l'occurrence des atomes d'azote. Et donc, par association de deux atomes d'azote, on obtient le corps pur simple, le diazote 1,2. Si vous prenez par contre un métal, le fer ou le cuivre, ces métaux-là, ils sont stables sous forme isolée. Et donc, le corps pur simple associé à l'élément fer, c'est rien d'autre que du fer métallique. Et donc, si on s'intéresse au nombre d'oxydation du fer dans le fer métallique, ça vaut 0. De même que le nombre d'oxydation ici de l'oxygène dans le dioxygène, ici, ça vaut 0. Donc ça, c'est la première règle, c'est relatif au corps pur simple. Ensuite, quand on a des corps qui vont être moléculaires, constitués de plusieurs types d'atomes, la somme des nombres d'oxydation de l'ensemble des éléments va être égale ici à 0, avec donc une convention, c'est que le nombre d'oxydation de l'oxygène vaut -2 et le nombre d'oxydation de l'hydrogène vaut +1. Et donc, si on s'intéresse ici à HCl, par exemple, compte tenu du fait que le nombre d'oxydation de l'hydrogène vaut +1, le nombre d'oxydation du chlore, par voie de conséquence, est égal à -1, puisque la somme des deux nombres d'oxydation de l'hydrogène et du chlore, ici, ça doit faire 0. Lorsque, dans une espèce chimique, il y a plusieurs atomes qui sont mis en jeu de même nature, donc dans le cas de SO2, par exemple, la somme des nombres d'oxydation va encore être égale à 0 pour cette espèce moléculaire. Mais attention, dans le décompte, il y a un atome de soufre et deux atomes d'oxygène. Donc là, il faut bien faire le nombre d'oxydation du soufre plus 2 fois, ici, le nombre d'oxydation de l'oxygène. Et ça va être égal à 0. Ça permet d'avoir accès au nombre d'oxydation, ici, du soufre. Bien. Au niveau, en fait, de cette convention qui est ici, à savoir nombre d'oxydation de l'oxygène égale -2 et nombre d'oxydation de l'hydrogène égale +1. Donc, gardez bien à l'esprit que ce n'est valable que dans les composés moléculaires. Donc, dans les corps purs simples de départ, remarquez bien qu'on avait ici le nombre d'oxydation de l'hydrogène qui valait 0, et ici le nombre d'oxydation de l'oxygène qui vaut 0. Donc attention, une erreur fréquente, c'est de penser que le nombre d'oxydation, il est propre à un type d'atome donné. Alors pas du tout, ça dépend vraiment en fait du type d'espèce chimique à laquelle on s'intéresse, puisque là on a le nombre d'oxydation en fait de l'hydrogène dans H2 qui vaut 0, si on a un corps pur simple, et si vous prenez HCl, le nombre d'oxydation de l'hydrogène, lui, vaut +1. Donc le nombre d'oxydation, c'est quelque chose qui va varier selon l'état d'oxydation de l'élément dans l'espèce chimique qui nous intéresse. Bien. Il y a une petite exception qu'il faut connaître. Donc, le nombre d'oxydation en fait, de l'oxygène, il vaut toujours -2, sauf dans le cas des peroxydes. Donc, les peroxydes, en fait, sont des molécules dans lesquelles on a une liaison oxygène-oxygène. Alors, ça, en chimie minérale, c'est excessivement peu fréquent, simplement parce que ces liaisons peroxydes interviennent quasi exclusivement dans les composés organiques, en fait. Il n'y a pas du tout de chimie organique dans notre filière MPSI. Donc, cette exception-là, c'est peu probable que vous la rencontriez, sauf dans le peroxyde d'hydrogène. Donc, c'est la seule exception que vous devez connaître, H2O2. Donc, H2O2, c'est rien d'autre qu'un atome d'oxygène relié à un atome d'oxygène, il y a un hydrogène de part et d'autre. Donc, on est typiquement, en fait, dans ce cas de figure. C'est le seul, en fait, c'est la seule molécule qu'on est susceptible de rencontrer en MPSI, parce qu'ensuite, si on rajoute des chaînes carbonées de part et d'autre, là, on tape dans la chimie organique et puis ça sort complètement du cadre de notre programme. Donc ça, pensez-y, peroxyde d'hydrogène, c'est une petite exception. On a le nombre d'oxydation de l'oxygène qui vaut -1, mais c'est à peu près la seule molécule que l'on va rencontrer, nous, en MPSI, qui correspond à cette exception de l'oxygène. Monsieur, Oui. est-ce que dans le cas général, on peut considérer qu'il y a un rapport avec l'électronégativité? Alors, oui, effectivement. Donc, on peut voir ça de la manière suivante. Hop. Donc, si on prend par exemple
ici la molécule qui est ici, l'électronégativité, si on prend par exemple donc, de l'oxygène, elle est plus grande que l'électronégativité du carbone et de l'hydrogène. Et donc, vu que l'électronégativité elle est plus grande, eh bien, on va avoir l'oxygène qui va avoir tendance à attirer vers lui la liaison covalente qu'il partage ici avec l'atome de carbone, mais aussi avec l'atome d'hydrogène. Et donc, on peut voir ça de la manière suivante. Donc, dans la molécule, tout se passe comme si l'oxygène, étant plus électronégatif que le carbone et l'hydrogène, il récupérait en fait l'ensemble des deux doublés. Et donc, si on compte le nombre d'électrons qui est mis en jeu en fait par l'oxygène qui est ici, eh bien, vous remarquez qu'il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, alors que sous forme atomique, eh bien, l'oxygène a 6 électrons de valence, et donc ici, tout se passe comme s'il avait en fait gagné 2 électrons, d'où l'état d'oxydation de -2. L'hydrogène, qui lui est sous forme isolée comme ceci, eh bien, lui, il va avoir tendance à perdre en fait cet électron-là, d'où l'état d'oxydation de +1. Donc, c'est effectivement lié totalement à l'électronégativité des atomes qui sont mis en jeu, effectivement. Merci. Alors, si on a des ions, ça fonctionne exactement de la même manière. La seule chose, c'est que lorsqu'on fait la somme en fait, des nombres d'oxydation qui sont mis en jeu, ça doit être égal à la charge de l'édifice. On garde cette convention de -2 pour l'oxygène et +1 pour l'hydrogène. Et donc, si on s'intéresse à quelques exemples ici, si vous prenez des ions monoatomiques, j'ai envie de dire c'est immédiat, puisque on a ici un seul type d'atome, et donc comme le nombre d'oxydation est directement relié à la charge, on a ici le nombre d'oxydation de l'élément fer dans Fe2+, qui vaut +2, +3 dans l'ion Fe3+, ou -2 pour le soufre dans S2-. Si on a des ions polyatomiques, il faut faire le petit calcul. Donc là, c'est un petit peu moins immédiat parce que il faut faire le nombre d'oxydation ici du manganèse plus 4 fois le nombre d'oxydation de l'oxygène qui va être égal à, attention, à la charge, donc -1. Le nombre d'oxydation de l'oxygène ici, c'est -2, on a dit. Et donc, on remarque que le nombre d'oxydation ici du manganèse, ça va être égal à 8 - 1. On a bien 7. Si on fait la même chose pour CR2 ou CR2-, c'est le même principe. Donc, il faut faire la somme des nombres d'oxydation. Donc, 2 fois le nombre d'oxydation du chrome, plus 7 fois le nombre d'oxydation de l'oxygène, qui va être égal à -2. Donc, encore une fois, le nombre d'oxydation de l'oxygène, ici, c'est -2. Donc, ici, lorsqu'on fait passer ce terme de l'autre côté, ça nous donne 14. 14 - 2, ça nous donne 12 divisé par 2. On retombe bien sur +6 pour le nombre d'oxydation ici du chrome. Donc là, vous remarquez qu'on utilise les valeurs particulières en fait, des nombres d'oxydation de l'oxygène et de l'hydrogène pour avoir accès au nombre d'oxydation des autres espèces chimiques dès lors qu'on a des ions polyatomiques ici. Donc ça, c'est important de prendre le temps de bien faire le calcul, de ne pas aller trop vite, parce que si vous plantez sur le calcul du nombre d'oxydation, derrière, il y a tout qui va être faux, le positionnement des espèces dans les diagrammes potentiels pH, des mauvais nombres d'électrons échangés, etc., etc. Donc, cette petite détermination du nombre d'oxydation, là, il faut bien le faire. Bien, il y a une petite exception également qu'il faut avoir en tête. Donc, c'est lorsque l'hydrogène se trouve sous la forme d'ion hydrure. Donc, lorsque l'hydrogène est sous forme d'ion hydrure, vous remarquez que le nombre d'oxydation, en fait, il ne va pas être égal à +1, mais il va être égal à -1 pour l'hydrogène. Alors ça, c'est plutôt logique, puisqu'on a dit que la somme des nombres d'oxydation, en fait, doit être égale à la charge de l'édifice. Donc, si vous prenez LiH, par exemple, donc ça, c'est rien d'autre qu'un composé ionique au sens cristallographique du terme,
constitué d'ions Li+, et d'ions H-. Et donc, vous remarquez que dans ce composé-là, eh bien, on a forcément ici le lithium qui sera au degré d'oxydation, au nombre d'oxydation de +1, et l'hydrogène au nombre d'oxydation de -1. Mais ça, c'est assez logique, encore une fois, simplement parce que eh bien, si vous prenez donc Li, Na, eh bien, ce sont des alcalins, ils appartiennent à la première colonne du tableau périodique, et donc ils ne peuvent former que des ions positifs pour être stables. Ils ne peuvent pas gagner donc, des électrons, ces alcalins, pour être stables. Et donc, c'est normal ici que le lithium et le sodium soient des oxydants par voie de conséquence. Bien, donc ça, c'est une petite exception qu'on est susceptible de rencontrer également. Après, dans la très grande majorité des cas, on sera quand même malgré tout donc, dans cette convention avec un nombre d'oxydation de -2 pour l'oxygène et +1 pour l'hydrogène, sauf bien sûr si eh bien, on s'intéresse aux corps purs, H2, O2, pour lesquels à ce moment-là, le nombre d'oxydation, lui, il serait nul. Bien. L'utilité des nombres d'oxydation, donc ça va permettre d'équilibrer en fait les demi-équations électroniques et par voie de conséquence les équations redox. Donc là, je n'ai pas détaillé sur la partie petit c en fait le cheminement pour aboutir jusqu'à cette équation d'oxydoréduction. On va le faire un peu plus loin, mais c'est juste pour justifier donc cette utilité des nombres d'oxydation. Si on s'intéresse par exemple à la réaction redox entre les ions Fe3+ et le plomb solide, on obtient donc les espèces chimiques suivantes, du fer solide et des ions Pb2+. Et donc, si on s'intéresse à la variation donc, du nombre d'oxydation de chacun des deux éléments chimiques qui sont mis en jeu, pris séparément, donc l'élément plomb et l'élément fer, vous remarquez qu'ici, le plomb, lui, il est sous la forme d'un corps pur simple. Donc, le nombre d'oxydation du plomb, ici, va valoir 0 du point de vue du réactif. Et le nombre d'oxydation de l'élément plomb dans Pb2+, ici, il va valoir +2. Donc là, lorsqu'on s'intéresse à la variation du nombre d'oxydation, attention, il faut tenir compte bien, dans l'équation redox du nombre d'éléments chimiques qui sont utilisés. Donc vous remarquez qu'il y en a 3. Et donc on a globalement une variation ici du nombre d'oxydation de +2 pour chaque élément plomb. Il y en a 3. Donc la variation globale ici sera de +6. Si vous vous intéressez en fait à l'élément fer, on a un nombre d'oxydation ici pour l'élément fer qui va valoir +3. On a ici le nombre d'oxydation de l'élément fer qui va valoir 0, respectivement un ion monoatomique et puis ici un atome métallique, encore pur simple. Il y a 2 atomes de fer, donc on a une variation de 2 fois -3, -6. Donc vous remarquez qu'en fin de compte, lorsqu'on va avoir une réaction d'oxydoréduction, la variation globale de tous les nombres d'oxydation qui vont être mis en jeu va être nulle, puisqu'on va avoir +6, -6, et donc on a bien globalement une variation qui est nulle. Ce qui se cache derrière ces variations-là, si vous avez lu la suite du cours, c'est rien d'autre que le nombre d'électrons échangés dans la réaction redox qui se produit, simplement parce que vous allez voir que quand on écrit les demi-équations électroniques, si vous prenez par exemple celle relative au fer, il y a 3 électrons qui vont être mis en jeu, fois 2, ça fait bien 6 électrons qui vont être échangés au cours de la réaction redox. Et donc pareil de l'autre côté, puisqu'il y aura 2 électrons échangés fois 3, ça fera bien 6. Donc ce qui se cache derrière ces variations-là, c'est rien d'autre que le nombre d'électrons échangés dans chacune des demi-équations électroniques. Bien. De même qu'en acidobasicité, Monsieur, oui. ce qui me gêne, avec ça, on peut équilibrer quand on lit votre polycopie. Avec ça, avec le nombre d'inscriptions, on doit pouvoir comment ça s'appelle ça? Équilibrer l'équation. Sauf que je ne comprends pas comment on fait pour équilibrer. C'est là où vous avez déjà équilibré après, vous expliquez comment se fait déjà les échanges, c'est que je n'arrive pas à… Ok, alors équilibrer les demi-équations électroniques avec les nombres d'oxydation, j'y reviens dans la page suivante. Donc là, je vous ai dit, attention, je n'ai pas utilisé les demi-équations électroniques ni les nombres d'oxydation pour équilibrer. Donc là, dans la partie qui C, j'ai simplement constaté que la variation globale du nombre d'oxydation était nulle, mais je n'ai pas encore
rappeler comment on fait pour équilibrer ces demi-équations électroniques avec les nombres d'oxydation. Ça vient juste après. Donc là, c'est juste un constat. La variation du nombre d'oxydation est globalement nulle. C'est ça qui va justifier le fait qu'on peut utiliser les nombres d'oxydation pour équilibrer les demi-équations électroniques ensuite. Mais ça, je ne l'ai pas fait encore. Donc, on y vient après. Ok, merci. Alors, j'étais en train de dire que de même qu'en acido-basicité, en fait, donc il y avait deux couples acide-base de l'eau, donc c'était le couple H3O+, H2O et le couple H2O, HO-, eh bien, il va y avoir également deux couples d'oxydo, donc réduction liés donc, à l'eau. Donc, ces couples, il faut donc les connaître. Vous allez voir, ils reviennent tout le temps dans les exercices et surtout, ils vont être super importants pour nous dans le dernier chapitre relatif donc, à tout ce qui est donc, diagramme potentiel pH, parce que l'idée, ça sera de savoir, en gros, est-ce qu'un métal va être oxydé si on le laisse à l'air libre. Ça va être de répondre à des questions de ce type-là. Et donc, les couples de l'eau, vous verrez, vont jouer un rôle prépondérant. Donc, le premier couple de l'eau, c'est le couple H2O, H2. Et dans ce couple-là, on va s'intéresser au nombre d'oxydation de l'hydrogène. Alors, dans l'eau, bien évidemment, il y a deux éléments qui sont mis en jeu, l'hydrogène et l'oxygène. Donc, on pourrait se demander ici pourquoi on raisonne sur l'hydrogène. Alors, c'est simplement lié à la deuxième espèce chimique qui intervient, à savoir ici notre réducteur dans lequel on n'a justement que de l'hydrogène. C'est la raison pour laquelle, dans ce premier couple-là, on ne regarde que l'élément hydrogène et on regardera l'élément oxygène dans le couple suivant. Bien. Si je m'intéresse à H2, à notre réducteur, eh bien, donc, c'est encore pur simple, et donc on a le nombre d'oxydation de l'hydrogène qui vaut 0, alors que dans H2O, le nombre d'oxydation de l'hydrogène, ici, va valoir plus 1. Et donc, si j'écris ici à la demi-équation électronique, donc encore une fois, ici, pour l'instant, je n'ai pas rappelé comment on les équilibre, ces demi-équations électroniques. On va y venir un tout petit peu plus loin. Ce n'est pas ça qui m'intéresse pour l'instant. C'est de remarquer la chose suivante. Bon, si on est en milieu basique, remarquez bien ici que j'ai équilibré la demi-équation électronique avec des ions HO-, eh bien, remarquez bien qu'on voit bien le couple H2O, H2 ici. Bon, si on équilibre la demi-équation électronique, par contre, en milieu acide, et vous verrez que la convention va nous amener justement à équilibrer les demi-équations électroniques en milieu acide. Et bien à ce moment-là, la demi-équation électronique, ça sera 2H+, qui va donner H2. Les ions H+, vu qu'ils n'existent pas donc sous forme isolée en solution, ils vont venir se fixer sur une molécule d'eau. Et bien la demi-équation électronique qui est ici, on peut l'écrire également comme 2H3O+, plus 2 électrons, qui donne H2 plus 2H2O. Bon, là, il faut faire attention de ne pas raconter n'importe quoi. Donc, lorsqu'on est en milieu acide, le couple redox H2O, H2O, il apparaît formellement comme étant le couple H plus H2 ou H3O plus H2. Tout dépend si on écrit la demi-équation électronique avec des H plus ou des H3O plus. Mais attention, vous ne laissez pas abuser par la notation. L'oxydant, c'est à ce niveau-là qui se trouve. Et donc, le fait que ça soit l'eau, en fait, l'oxydant, ça ne se voit pas directement au niveau de ces deux demi-équations électroniques. Ce qu'il ne faut surtout pas dire en particulier, c'est que si on équilibre avec le couple H3O plus H2, que c'est la molécule d'eau qui se trouve à ce niveau-là. Donc, cette molécule d'eau, ici, elle ne joue pas, entre guillemets, de rôle d'un point de vue oxydoréduction, si ce n'est à équilibrer les éléments chimiques. Mais l'oxydant, lui, c'est à ce niveau-là qu'il se trouve. Et j'ai envie de dire, c'est pire si on utilise H plus H2, parce que là, on a l'impression qu'il n'y a même plus de H2O. Alors en fait, il y en a simplement lié à l'état physique ici qui est mis en jeu au niveau de H+, c'est l'état aqueux, et donc ça traduit bien le fait qu'on est en solution. Et donc là, attention, il ne faut pas se laisser abuser par l'écriture qui est ici. Donc autant ça se voit en milieu basique, le couple H2O, H2, autant lorsqu'on est en milieu acide, gardez à l'esprit que le H+, le H3O+, qui est ici, c'est rien d'autre que l'oxydant H2O, mais écrit en milieu acide. Donc ça, pareil, ça sera un truc qui sera important pour nous pour la suite. Et ce que je dis là pour l'eau en tant qu'oxydant, on va retrouver à peu près la même chose pour l'eau en tant que réducteur.
Donc, on avait dit que dans l'eau, il y avait deux éléments chimiques, l'oxygène et l'hydrogène. On s'était intéressé donc dans un premier temps à l'hydrogène, on va s'intéresser à l'élément oxygène ici. Donc, lorsque on s'intéresse à H2O en tant que réducteur, on a donc l'élément ici oxygène qui va valoir -2, et je vais prendre le corps pur simple O2 dans lequel le nombre d'oxydation ici vaut 0. Pareil, si j'écris les demi-équations électroniques, alors encore une fois, ce n'est pas tellement le fait d'équilibrer la demi-équation électronique ici qui m'importe dans un premier temps, c'est vraiment de faire apparaître formellement donc, ce couple. Donc, vous remarquez qu'ici, on a l'oxydant O2 et puis H2O qui intervient en tant que réducteur dans le membre de droite ici de notre demi-équation électronique. Encore une fois, on peut équilibrer aussi bien avec des H+, que des H3O+. Tant qu'on est en milieu acide, on voit bien ce couple O2, H2O. Là où ça devient plus délicat, c'est lorsque on va se placer en milieu basique. À ce moment-là, vous remarquez que le couple, il apparaîtra formellement sous la forme O2HO-. Donc, même remarque que pour le premier couple redox. Attention, n'allez pas vous intéresser à la molécule d'eau qui est ici, qui sert simplement à équilibrer les éléments chimiques. L'oxydant ici, ça va bien être O2 et le réducteur HO-. Et donc, suivant qu'on écrit les couples en milieu acide ou en milieu basique, qu'on s'intéresse à l'eau en tant que réducteur ou en tant qu'oxydant, on peut voir la molécule d'eau ou pas. Tout dépend en fait de l'écriture que l'on utilise. Bien. Alors, si je reviens rapidement maintenant sur l'écriture des demi-équations d'oxydoréduction, donc la première façon de procéder, c'est celle que vous avez vue au lycée. Donc, la première technique, elle consiste à ne pas utiliser donc, les nombres d'oxydation. Et donc, on va commencer par écrire simplement oxydant plus électron donne réducteur, ce que j'ai écrit à ce niveau-là. Donc attention, on parle de couple redox souvent pour aller plus vite, mais vous ne laissez pas abuser par le terme redox. L'oxydant, il est bien en premier, c'est le couple oxydant ici, réducteur. Et donc on a ici l'oxydant plus un électron qui va donner Cr3+. Alors là, il faut faire également attention à la chose suivante. Vous remarquez que le réducteur, c'est l'espèce chimique qui va libérer donc, un électron. Donc Cr3+, ici, c'est le donneur d'électrons. Donc là, ça va anticiper un petit peu sur la suite, mais on a le couple redox, attention, j'ai dit, oxydant réducteur. Vous remarquez que le donneur, ici, il est à droite. L'idée un peu plus loin, ça va être de mettre en place la méthode de la réaction prépondérante. Bon, on va faire un parallèle avec l'acido-basicité. Mais alors attention, en acido-basicité, c'était le couple HA à- et le donneur, il était à gauche. Alors, historiquement, les couples, ils ont été introduits de cette manière-là, oxydant réducteur, acide-base. Donc, ça continue à être enseigné donc, sous cette forme-là. Mais toujours est-il que quand on fera en gros un diagramme équivalent au diagramme des pK avec les donneurs, les accepteurs et puis la réaction prépondérante qui caractérisait le fait que l'acide le plus fort réagissait avec la base la plus forte, en gros, il faudra inverser tout le diagramme lié donc, à ce positionnement inverse ici du donneur et de l'accepteur au niveau donc, des couples oxydants-réducteurs. Donc là, il faudra faire un petit peu attention. Bon, alors, je reviens à ma demi-équation électronique. Donc, une fois qu'on a écrit ça, on va commencer par assurer la conservation des éléments autres que l'hydrogène et l'oxygène. Donc, en l'occurrence, ici, il y a bien l'élément chrome. Donc, il y en a 2 à gauche, donc il en faut 2 à droite. Ensuite, on assure la conservation en élément oxygène à l'aide de molécules d'eau. Il y a 7 oxygènes à gauche, donc il nous en faut 7 à droite que l'on équilibre en rajoutant en fait ici des molécules d'eau. Et puis ensuite, on assure la conservation en élément hydrogène à l'aide de H+. Une fois qu'on a fait ça, vous remarquez que aussi bien le chrome, l'oxygène que l'hydrogène
voient leur conservation assurée. Il ne reste plus que la charge donc, à finir d'assurer en rajoutant donc, le bon nombre d'électrons, en l'occurrence 6. Et donc, voici pour la demi-équation électronique. Si par cas, vous voulez équilibrer avec des H3O+, ce n'est pas plus mal, hein, puisqu'on a dit que sous forme H+, hein, donc, cette espèce chimique-là n'allait pas exister en solution, puisqu'un H+, allait venir se fixer donc, sur une molécule d'eau. Et donc, surtout, n'allez pas équilibrer directement hein, avec des H3O+, votre demi-équation électronique, hein, sinon, hein, vous risquez fort de tourner en rond dès lors que le couple il est un petit peu recherché, hein, comme sur cet exemple qui est ici. Donc là, on équilibre d'abord avec les H+, comme je l'ai fait ici, et puis ensuite, si on veut basculer à des H3O+, on va rajouter simplement 14 molécules d'eau ici de chaque côté, de manière à avoir ici 14 H3O+. Et puis, bon, de l'autre côté, par voie de conséquence, on aura 21 molécules d'eau. Mais l'idée, hein, c'est qu'on passe toujours par des H+, hein, qu'on utilise les nombres d'oxydation ou pas. Hein. Et puis après, si on a besoin de basculer sur les H3O+, hein, on les rajoute à la fin hein, en simplement ajoutant hein, le bon nombre de molécules d'eau à gauche et à droite ici de notre demi-équation électronique. Monsieur? Oui. Pourquoi les H+, on a dit qu'on peut les mettre que dans un milieu acide? Parce que techniquement, même si c'est dans un milieu, je sais pas, moi, pH 8, ben, il peut en avoir des ions H+, enfin H3+. Alors, H3+. ça, effectivement, hein, ce n'est pas le problème. Donc, conventionnellement, hein, qu'on soit donc, en milieu donc, acide ou en milieu basique, hein, on peut travailler indifféremment avec les ions H3O+, ou les ions HO-, puisque le KE, hein, je vous rappelle, c'est la concentration de H3O+ fois la concentration de HO-, et donc ces deux concentrations hein, sont liées. Et donc, conventionnellement, hein, on écrira toujours les demi-équations électroniques en milieu acide. Alors, vous verrez que lorsque, dans le dernier chapitre, hein, donc, on s'intéressera au diagramme potentiel pH, donc ce qu'on tracera en ordonnée, donc c'est le potentiel. Donc, le potentiel, hein, si vous avez lu la suite du cours, hein, c'est rien d'autre que le potentiel de Nernst que j'introduis hein, dans le chapitre qui suit. Hein. Et donc, c'est un diagramme à 2 dimensions dans lequel hein, on tracera ici le pH en abscisse. Et donc, sur ce type de diagramme-là, hein, on raisonnera effectivement hein, uniquement avec des H3O+, ou des H+, hein, qu'on soit en milieu acide ou en milieu basique. Alors, pourquoi j'ai parlé d'ion HO- là pour les deux couples de l'eau? Alors, c'est simplement lié hein, au fait que si je m'intéresse donc aux piles, par exemple, donc, dans la plupart donc, des piles industrielles, donc vous verrez, hein, on s'intéressera vendredi par exemple à la pile bouton ici, hein, ZA13. Si vous regardez au niveau de la constitution donc, de la pile, en fait, hein, il y a un gel ici hein, qui est une solution de potasse K+, HO- à l'intérieur de ces petites piles plates, là, les piles boutons. Et donc, autant hein, quand on s'intéresse à des dispositifs, j'ai envie de dire, quelconque, OK, hein, on équilibre comme on veut. Mais après, si on a un dispositif réel à étudier, il faut bien tenir compte des espèces chimiques qui sont présentes dans le milieu réactionnel. Et donc, dès qu'on va s'intéresser à des piles, la plupart du temps, hein, l'électrolyte, lui, hein, il est constitué d'ions HO-. Donc, vous verrez que dans ces cas particuliers-là, hein, il faut équilibrer justement avec des HO-, même si en soi, d'un point de vue calculatoire, on pourrait totalement s'en passer, travailler qu'avec des ions H+. Mais voilà, si on s'intéresse à des dispositifs réalistes, par exemple la pile ici dans cet exercice-là du bouton, ou alors dans les piles salines ici dans l'exercice suivant, hein, je ne sais plus si c'est la pile saline ou la pile alcaline, une des deux. Non, c'est la pile alcaline. Hein. L'électrolyte, lui, il est constitué d'ions HO-, et donc on préfère équilibrer en utilisant les vraies espèces chimiques qui sont présentes dans le milieu. Bien. Alors, si on veut équilibrer hein, avec les nombres d'oxydation, le point de départ, hein, c'est le même. Donc, on assure d'abord la conservation d'un élément chrome, ici, autrement dit, un élément hein, autre que l'hydrogène et l'oxygène. Et c'est après que ça change. Hein, ce que l'on va faire, c'est que l'on va conserver d'abord hein,
la charge. Et donc, pour cela, il faut savoir combien il y a d'électrons qui vont être échangés. Donc, dans la première technique, hein, on équilibrait la charge en dernier. Ici, on va équilibrer la charge en premier. Donc, pour cela, hein, il faut calculer le nombre d'oxydation global hein, en élément chrome. Donc, ici, hein, il faut calculer ici hein, le nombre d'oxydation de l'élément chrome, donc plus 6, on l'avait calculé tout à l'heure. Ici, eh bien, donc, le nombre d'oxydation il vaut plus 3. Et donc, vous remarquez que pour chaque élément chrome, on a une variation ici de moins 3 hein, d'un point de vue du nombre d'oxydation. Et comme, attention, hein, il y a deux éléments chrome ici qui sont mis en jeu dans la demi-équation électronique, 2 fois moins 3, ça nous donne le nombre d'électrons qui vont être échangés dans la demi-équation électronique, à savoir 6. Donc là, je redis, hein, on calcule le nombre d'oxydation du chrome, donc plus 6, le nombre d'oxydation du chrome, plus 3. Et donc, pour chaque élément chrome, on a une variation du nombre d'oxydation de moins 3. Et comme il y a deux éléments chrome qui sont mis en jeu dans la demi-équation électronique, on a au global hein, eh bien, une variation hein, de 6 pour le nombre d'oxydation de l'ensemble des éléments chrome. Et donc, ça veut dire qu'il va y avoir hein, 6 électrons qui vont être échangés au niveau de notre demi-équation électronique. Une fois qu'on a équilibré la charge, il suffit d'assurer la conservation en éléments, donc soit hydrogène, excusez-moi, je n'ai pas tout à fait fini, il faut finir d'équilibrer la charge hein, en rajoutant les H+, hein, sinon, bien évidemment, hein, ce n'est pas équilibré. Hein. Donc, il y a ici 6 charges négatives plus 2 charges négatives à gauche et il y a 6 charges positives à droite, d'où les 14 H+, hein, qui viennent de finir d'équilibrer la charge. Et puis ensuite, on assure la conservation en éléments oxygène ou hydrogène à l'aide de molécules d'eau. Hein, et on retombe bien évidemment hein, sur la même demi-équation électronique que précédemment, avec la même conclusion. Hein, c'est que ici, hein, surtout, on a équilibré avec des H+. Si par cas, on a besoin d'équilibrer avec des H3 ou plus, eh bien, on va rajouter ici hein, 14 H2O des deux côtés, hein, de manière ici à faire apparaître formellement hein, nos 14 H3 ou plus. Et donc, il y aura par voie de conséquence 21 molécules d'eau dans la partie droite de l'égalité. Monsieur? Oui. Est-ce que vous pourriez réexpliquer au niveau de la ligne de la détermination du nombre d'oxydation? Je ne comprends pas pourquoi la variation globale, c'est moins 6, alors qu'on a le nombre d'oxydation du CR à gauche qui est à plus 6. Ok. Alors, hop, je bascule sur le tableau blanc. Donc, si on prend quelques exemples plus simples pour commencer, hein, donc si je prends le couple Cu2 plus Cu par exemple, bon, on écrit Cu2 plus électrons, hein, qui va donner donc Cu. Ici, hein, bon, on a un élément cuivre de chaque côté, donc déjà, ça c'est bon. Si je m'intéresse ici au nombre d'oxydation de l'élément cuivre, ça vaut plus 2. Et ici, le nombre d'oxydation de l'élément cuivre, ça vaut 0. Et donc, quand on s'intéresse ici hein, à la variation hein, du nombre d'oxydation hein, de l'élément cuivre, eh bien, on a une variation de 0 moins plus 2, hein, autrement dit de moins 2. Ça veut donc dire qu'il va y avoir hein, 2 électrons qui vont être échangés. Je prends un deuxième exemple un tout petit peu plus simple également que le couple précédent avant de revenir sur le chrome. Donc, si je prends hein, le couple MnO4- Mn2+, donc pareil, hein, on va écrire donc, MnO4-, donc plus électrons qui va donner Mn2+. Donc là, pour Mn2+, le nombre d'oxydation, hein, il est égal à plus 2. Pour MnO4-, bon, il faut faire un petit calcul, hein, puisqu'on a le nombre d'oxydation ici du manganèse, plus 4 fois le nombre d'oxydation de l'oxygène, qui va être égal à moins 1. Donc ici, hein, le nombre d'oxydation de l'oxygène, c'est moins 2. Donc, on a ici moins 8. Quand je fais passer de l'autre côté, hein, on se rend compte que le nombre d'oxydation du manganèse, par voie de conséquence, ça va être égal à plus 7. Bon.
si je m'intéresse ici à la variation du nombre d'oxydation de notre manganèse, on aura donc plus 2 moins plus 7. D'ailleurs, j'ai écrit 6, ici c'est un 7. Et donc, ça nous donne moins 5 pour le nombre d'oxydation ici. Et bien, donc, du variation du nombre d'oxydation. Donc, on a 5 électrons échangés. Bon, après, il faut continuer à équilibrer en rajoutant ici les H+, et puis donc de l'autre côté les H2O. Les H+, je vous rappelle, ça consiste à équilibrer donc la charge, sachant que j'ai 6 charges négatives bien, à gauche et que j'ai 2 charges positives à droite. Donc là, il me faut forcément 8 H+. Donc là, la charge, elle est équilibrée. Et ensuite, j'équilibre les éléments hydrogène avec des molécules d'eau. Donc ici, je mets 4 H2O. L'élément oxygène est équilibré également. Bon, ça, c'est pour les cas élémentaires ici, où vous remarquez qu'on a une stoichiométrie à 1,1 du point de vue de l'oxydant et du réducteur. Si, eh bien, donc, je prends le couple de tout à l'heure. Donc, on avait Cr2 au 7 de moins. Cr3+. Ici, le nombre d'oxydation de l'élément chrome, on a dit, ça nous donne plus 3. Donc là, j'insiste bien, c'est de l'élément à chaque fois que l'on parle. Bon, ben, dans Cr2 au 7 de moins, si on fait le calcul, donc je ne le refais pas, je l'avais fait avant dans le cours, 2 fois le nombre d'oxydation du chrome plus 7 fois celui de l'oxygène égale moins 2. Donc le nombre d'oxydation du chrome, ça va être égal à plus 6. Et donc là, encore une fois, j'insiste sur le fait que c'est l'élément chrome qui va voir son nombre d'oxydation varier ici de la valeur plus 6 jusqu'à la valeur plus 3. Et donc, ça veut dire que la variation du nombre d'oxydation du chrome, c'est égal à moins 3. Mais attention, ici, ça, c'est pour chaque élément chrome. Et comme dans la demi-équation électronique, il y en a 2, il va falloir effectivement, pour avoir la variation globale, multiplier par 2 pour avoir, eh bien, ici, bien, les 2 éléments chrome. Alors là, j'avais oublié le 2, pardon. Et donc, ici, la variation globale en élément chrome, ça sera 2 fois moins 3, autrement dit 6, puisque chaque élément chrome va avoir son nombre d'oxydation de varier de 3 unités. Ok, merci. Donc ça, attention, c'est vraiment une erreur classique. Honnêtement, si on vous laisse le choix, utilisez donc la première méthode, celle que vous avez l'habitude d'utiliser, que vous utilisez depuis le lycée, qui ne passe pas par les nombres d'oxydation, parce que ça, c'est vraiment une erreur classique d'oublier de tenir compte de la stoichiométrie du composé pour avoir le bon nombre de variations ici. Et donc, si forcément vous n'avez pas le bon nombre d'électrons, après c'est la cata derrière. Donc, à choisir, utiliser la méthode que vous maîtrisez le mieux. Après, si vraiment on vous impose une technique pour équilibrer les demi-équations électroniques, ma foi, il faut faire avec. Mais disons, voilà, le point de délicat, c'est celui-ci lorsqu'il y a plusieurs éléments qui sont mis en jeu au sein des espèces chimiques. Monsieur? Oui. En fait, moi, ce que je ne comprends pas, un peu comme, la question un peu comme Valérie, c'est que pourquoi, d'abord, on ne multiplie pas par 2 et on dit la variation du nombre d'oxydation, c'est 6 moins 6, en fait, c'est pas 6 moins 6. Pourquoi on multiplie par 2 après? Oui, c'est ça qui me gênait au début aussi. Alors, en soi, mathématiquement parlant, ça revient au même.
Donc, si c'est plus clair pour vous de cette manière-là, bah, faites comme ça. Le but, hein, c'est après tout de trouver la bonne demi-équation électronique. Mais j'ai fait dans l'autre sens pour la simple et bonne raison que quand on s'intéresse donc au nombre d'oxydation, hein, c'est au nombre d'oxydation d'un élément chimique dans une espèce chimique donnée. Et donc, si vous prenez eh bien, donc, Cr3+, bah, le nombre d'oxydation en fait, de l'élément chrome, c'est bien plus 3. Et si vous prenez Cr2 au 7,2-, le nombre d'oxydation de l'élément chrome, et je parle bien d'éléments, hein, d'éléments chimiques, eh bien, c'est plus 6. Et donc, chaque élément chrome va avoir son nombre d'oxydation varié de 3 unités. Après, bon, comme il y en a 2, on multiplie par 2, mais si on regarde, entre guillemets, localement chaque élément chrome, eh bien, sa variation du nombre d'oxydation, c'est 3 unités. C'est pour ça que je fais le calcul dans l'autre sens. C'est parce que chaque élément chrome voit son nombre d'oxydation varié de 3 unités. Alors après, si pour vous, ça vous paraît plus simple de d'abord multiplier par 2, bon, en soi, ça ne change pas grand-chose, j'ai envie de dire. Mais disons, ce qui varie à proprement parler dans une réaction d'oxydoréduction, c'est le nombre d'oxydation d'un élément chimique. Oui, oui, CR2, il compte pour un élément, en fait. Alors, disons, si vous voulez vraiment vous ramener à un élément, il aurait fallu mettre ici un demi de CR2 au 7,2-. À ce moment-là, vous n'avez plus le problème puisque vous avez ici, vous auriez plus exactement un seul élément chrome. Mais comme la convention veut qu'on équilibre les demi-équations électroniques avec des nombres entiers les plus petits possibles, c'est pour ça qu'on ne met pas un facteur 1,5 devant un CR2 au 7,2-. Mais voilà, si on veut vraiment retomber sur la variation associée à un élément, il faudrait mettre un demi ici. D'accord, merci. Bon, donc voilà pour ce chapitre d'introduction ici sur les oxydants et les réducteurs. Bon, à part cette notion de nombre d'oxydation, sinon, il n'y a pas grand-chose de nouveau au niveau de ce chapitre-là. Je suis revenu par contre sur les deux couples de lot ici que vous devez connaître. Donc, je vous conseille fort de vous entraîner également à équilibrer donc, les demi-équations électroniques pour ces deux couples de lot. Donc, ça, je ne l'ai pas fait dans le cours. Je vous avais dit, ce qui m'intéresse, c'est plus de montrer que l'eau peut apparaître ou non formellement dans la demi-équation électronique dans ces deux couples-là. Mais je n'avais pas parlé de l'équilibrage à proprement parler de ces demi-équations électroniques. Donc, entraînez-vous à les équilibrer. La première, elle est immédiate. La deuxième, un peu moins, mais ces deux couples, ils reviennent tout le temps dans les exercices. Bien. Alors, on va s'intéresser dans le chapitre 3, donc aux piles électrochimiques. Donc ça, c'est également quelque chose que vous avez vu donc, au lycée. La seule nouveauté dans ce chapitre-là, c'est la notion donc, de potentiel d'oxydoréduction. Simplement parce qu'au lycée, quand vous intéressiez aux réactions acide-base, au niveau des réactions acide-base, vous aviez introduit la notion de constante d'acidité qui vous permettait d'avoir ensuite accès à des constantes d'équilibre et compagnie. Par contre, vous n'aviez pas d'équivalent au niveau donc, des réactions d'oxydoréduction. Vous vous intéressiez par exemple à des piles et puis vous disiez que lorsque la pile débitait, il y avait une transformation totale qui était mise en jeu, etc. Mais ça, vous n'aviez pu au mieux le constater qu'expérimentalement, mais vous n'aviez pas pu le justifier analytiquement, simplement parce que ce qui permet de le justifier, c'est la notion de potentiel d'oxydoréduction, de formule de Nernst qu'on va introduire ici. Donc, c'est la partie nouvelle ici de cette année. Après, pour le reste, j'ai envie de dire, c'est des choses que vous avez déjà rencontrées principalement. Alors, j'ai séparé ce chapitre-là du chapitre suivant, le chapitre 4 qu'on fera, donc qu'on commencera vendredi s'il y a du temps, mais ça sera vraisemblablement plutôt la semaine prochaine. Tout ce qui est par exemple titrage d'oxydoréduction, par le fait qu'il faut bien avoir à l'esprit qu'une pile électrochimique, c'est une réaction qui est hors équilibre. À savoir, il va y avoir donc deux couples qui vont être mis en jeu, avec une réaction d'oxydoréduction qui est susceptible de se produire, mais cette réaction d'oxydoréduction ne se produira que si la pile est branchée sur un circuit extérieur. Et heureusement, j'ai envie de dire, parce que si quand vous allez acheter une pile,
la pile a déjà fonctionné et qu'elle est usée, forcément, elle ne sert plus à rien, la pile. Hein. Et donc, la réaction d'oxydoréduction ne se produira que si la pile est branchée sur une lampe, sur un jouet, etc. C'est pour ça qu'on parle de réaction hors équilibre. Hein. Donc, la réaction d'oxydoréduction ne se fait que si la pile débite. Si la pile ne débite pas, autrement dit que la borne plus et la borne moins sont reliées à rien du tout, il n'y a rien qui se passe. Et donc, on n'est pas à l'équilibre, à l'état initial, lorsque vous achetez votre pile et qu'elle est neuve. Alors, ce qui permet d'introduire en fait toutes les notions, c'est la pile la plus classique qu'il faut avoir rencontrée, c'est la pile Daniel. Alors, cette pile-là, normalement, vous l'avez rencontrée également au lycée. Donc, au niveau de cette pile, vous avez ici deux demi-piles. Donc, sur la partie de gauche, j'ai ce qu'on va appeler la cathode. Au niveau de la partie de droite, j'ai une deuxième demi-pile, l'anode. Donc, quand je parle de demi-pile ici, ça va correspondre à la polarité, à une borne de notre pile. Donc, ici, vous allez avoir la borne plus et ici, vous allez avoir la borne moins de la pile. Remarquez bien que pour faire apparaître tout ce qui est transfert d'électrons et donc fonctionnement de la pile, j'ai été obligé ici de relier la pile sur un récepteur, ça peut être une lampe, un conducteur ohmique, peu importe, mais en tout cas, on est obligé ici de mettre un récepteur de manière à ce que la pile débite et qu'on voit les transferts d'électrons. Sinon, je redis, si on ne met pas de récepteur à ce niveau-là, qu'on garde un circuit ouvert, il n'y a aucun transfert qui sont mis en jeu et donc c'est compliqué de mettre en place le vocabulaire lié à l'oxydation, la réduction, etc. Bien. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, attention, gardez un petit peu à l'esprit tout ce qu'on a fait en physique, en électricité, même si c'était il y a très très longtemps. N'allez pas simplement mettre un fil ici entre la borne plus et la borne moins de la pile, parce que si vous mettez un fil, ça veut dire que la tension entre la borne plus et la borne moins, elle est nulle. Autrement dit, vous court-circuitez la pile, et donc ça, votre pile, elle ne va pas trop aimer. Donc là, vraiment, lorsque vous fermez votre circuit, mettez un dipôle récepteur de manière à qu'il n'y ait pas de problème au niveau du fonctionnement de la pile. Alors, du point de vue des observations, lorsque la pile elle débite, on observe plusieurs choses. Donc déjà, il va y avoir un courant qui va circuler de l'électrode de cuivre vers l'électrode de zinc. On va observer également une augmentation de la taille de l'électrode de cuivre. Au contraire, l'épaisseur de l'électrode de zinc va diminuer. Donc, à la vue de toutes ces observations, on peut en donner une interprétation d'un point de vue chimique. Au niveau de l'électrode de cuivre qu'on va appeler la cathode, il va se produire une réduction qui va se traduire par le fait que des ions Cu2+, ici, vont capter des électrons pour donner du cuivre métallique. Et donc, on va avoir l'épaisseur ici de l'électrode de cuivre qui va augmenter. Au niveau de l'électrode de zinc, qu'on va appeler anode, on va au contraire avoir du zinc métallique qui va donner des ions Zn2+, et des électrons. Et donc, on va bien avoir l'électrode de zinc ici qui va diminuer. On a donc une oxydation qui va se produire. Je vous ai mis le bilan d'oxydoréduction correspondant dessous. Si je reviens un petit instant sur ce que je viens d'écrire d'un point de vue chimique, donc on va avoir des ions Cu2+ ici qui vont capter des électrons pour donner du cuivre métallique. Donc là, remarquez bien que les électrons, ils transitent par le circuit extérieur. Et c'est pour ça qu'on parle de réaction hors équilibre pour une pile. S'il n'y a pas le récepteur ici pour permettre aux électrons de circuler de l'anode vers la cathode, on ne peut pas avoir oxydation au niveau de l'anode et réduction au niveau de la cathode, puisque ces électrons, s'ils ne peuvent pas transiter par le circuit extérieur qui est ici, il n'y a rien qui se passe au niveau de notre pile Daniel ici. N'allez surtout pas dire que les électrons transitent par la solution électrolytique, voire le pont salin. Ça, ce n'est pas possible. Donc, les électrons, en fait, ils n'existent pas en solution. Ils ne peuvent pas exister. Donc, le seul moyen
qu'il y ait des échanges électroniques qui se produisent et donc que la pile débite, c'est par l'intermédiaire de ce circuit extérieur. Et c'est ça qui nous donne en fait la polarité en fait, de notre pile, hein, à savoir, eh bien, compte tenu du fait que les électrons transitent ici de la droite vers la gauche, ça veut dire que le courant, lui, il va donc de la gauche vers la droite, et donc on a la borne plus de la pile à ce niveau-là et la borne moins à ce niveau-là. Bien, donc ça, c'est la première chose. Ensuite, il y a tout un tas de remarques. Tant que j'ai la pile sous les yeux, on les donne. Hein. Donc, si on regarde un petit peu au niveau, donc, par exemple, de la cathode, eh bien, on va avoir ici une réduction, autrement dit des ions Cu2+, qui vont capter des électrons pour donner du cuivre métallique. Et donc, la solution électrolytique qui se trouve à ce niveau-là va devenir moins positive, vu que des ions Cu2+ vont être consommés. Alors, au niveau de nos piles expérimentales, ce qu'on fait parfois à tort, c'est ne faire apparaître que les espèces chimiques qui sont mises en jeu au niveau des couples redox qui interviennent dans la réaction redox, à savoir Cu2+ et Cu. Mais gardez à l'esprit que si on a une solution ici électrolytique, elle est forcément électriquement neutre, cette solution. Hein. Et donc, il y a forcément un anion qui va faire que on va avoir à la fois des ions positifs et des ions négatifs pour avoir quelque chose d'électriquement neutre. Bon, le seul truc, c'est qu'à partir du moment où les ions Cu2+ vont être consommés, vous remarquez qu'on va avoir un excès d'ions négatifs dans notre solution électrolytique. Donc, pour que la solution électrolytique reste neutre, on a le pont salin ici qui va permettre à la pile de continuer à fonctionner, à savoir à la solution de continuer à rester neutre à ce niveau-là. Donc, par l'intermédiaire de migration, en fait, par capillarité d'ions dans le pont salin. Alors, ce sont d'une part des ions SO4 qui peuvent passer dans le pont salin de manière à ce que la solution elle soit un peu moins négative, mais ça peut être également des ions K+, qui sont je ne trouve pas le terme, qui n'ont pas de propriété d'oxydoréduction et qui sont présents donc, dans le pont salin, qui peuvent passer ici dans notre solution électrolytique de manière à rajouter donc, des charges positives et à bien conserver l'électroneutralité de notre solution ici. Ce que je raconte pour la cathode, bien évidemment, c'est vrai aussi donc, pour l'anode, simplement parce que du fait de l'oxydation qui se produit, la solution ici, elle devient de plus en plus positive. Et donc, vu qu'elle doit être électriquement neutre, on peut avoir des ions donc, négatifs ici qui passent en solution, des ions chlorure, Cl- ici qui n'ont pas de propriété oxydoréductrice, voire des ions Zn2+, qui passent, qui migrent dans le pont salin ici de manière à justement conserver cette électroneutralité ici de la solution. Et donc ça, c'est le rôle du pont salin. Il permet à la pile de fonctionner par l'intermédiaire de ces migrations d'ions ici qui permettent aux solutions de rester électriquement neutres. Ici. Monsieur, Oui. si on compare la quantité de matière initiale, par exemple de zinc, donc ce sera un métal, du coup il y aura quand même pas mal de matière, mais ça veut dire que dans le pont salin, il va falloir énormément quand même de quantité de matière de KCl, entre autres ici, pour pouvoir rassurer la réaction, parce que sinon au final, au fur et à mesure, on n'aura plus assez de KCl pour pallier au fait qu'il y ait des ions qui se créent, et du coup ça va faire un courant sur le côté, quoi. Alors, c'est effectivement donc, le problème avec ce type de pile-là. Alors là, il faut voir qu'il y a quand même deux types de piles. Donc, il y a les piles qui sont qualifiées d'expérimentales, qui sont là simplement pour traduire ce qui se passe d'un point de vue oxydoréduction. Et donc, effectivement, ce qui va limiter en fait, le fonctionnement en fait, de la pile, c'est rien d'autre que ces transferts de charge, effectivement, ici. Bon, ça, c'est sur ces piles théoriques, j'ai envie de dire. Après, sur des piles industrielles, donc les piles salines et les piles alcalines, qu'on achète en supermarché, on conçoit bien que le but, pour les industriels, c'est tout pareil, c'est de faire de l'argent. Donc, eux, leur intérêt, c'est surtout pas que
il reste en fait donc, du métal à l'intérieur de la pile, hein, de telle manière à avoir une pile qui est donc inusitée à cause du problème du pont salin. Parce que ce qui coûte cher dans tout ce qui est pile saline, pile alcaline d'un point de vue industriel, c'est justement les métaux qui sont mis en jeu, hein, dans les piles. Et donc, au niveau donc, des piles réalistes, les piles salines, les piles alcalines, eh bien, la constitution, hein, va être un tout petit peu donc, différente de ce modèle purement théorique qu'on donne avec les deux demi-piles, hein. Et donc, on aura un gel électrolytique qui possédera des justement quantités suffisantes pour permettre justement aux échanges électroniques de continuer à se faire tant qu'il y aura dans le milieu réactionnel, hein, du métal. Et donc, la pile, elle cessera véritablement de fonctionner la plupart du temps, hein, lorsque l'un des deux métaux, hein, seront totalement consommés. Alors, je dis en général, hein, parce qu'il faut y regarder d'un petit peu plus près, parce qu'à proprement parler, à la pile, hein, et c'est ce qu'on va dire après, elle va cesser de fonctionner lorsque il y a égalité des potentiels électrochimiques, autrement dit des potentiels de Nernst, hein, et donc d'un point de vue théorique, il peut rester du métal dans le milieu. Après, d'un point de vue industriel, hein, pour les raisons que j'évoquais, hein, le but, hein, ça va être de consommer tout le métal, puisque c'est ce qui fait le coût de la pile, hein. Et donc, si vous prenez par exemple la pile bouton ici, hein, les petites piles plates, elles arrêtent de fonctionner justement, hein, quand toute la poudre de zinc ici, hein, sera consommée, en fait. Mais en tout cas, hein, sur ces piles théoriques, tu as raison, hein, donc c'est le pont salin, hein, qui la plupart du temps, hein, limite les échanges électroniques. Merci. Alors, au niveau donc, de la représentation donc, symbolique de la pile, bon, ça aussi, hein, c'est des choses dont vous avez parlé donc, au lycée. Donc, vous avez ici à la première demi-pile l'anode, la borne moins. Ici, la deuxième demi-pile, la cathode, la borne plus. Donc, ce que l'on fait apparaître, hein, c'est plusieurs choses, hein, au niveau donc, de cette pile. C'est d'une part le pont salin, donc c'est les deux traits verticaux qui sont ici, hein, qui permettent donc de séparer ce pont salin, hein, la cathode de l'anode. On indique où se trouve la borne plus, où se trouve la borne moins. Et donc, sur les extrémités donc, de la pile, hein, vous remarquez qu'on indique les métaux qui permettent de relier donc, la pile, au niveau du circuit extérieur. Donc là, si je reprends la pile Daniel, hein, vous remarquez que ce sont directement donc, les réducteurs des deux couples, donc le cuivre métallique et le zinc métallique, qui permettent donc de relier la pile au circuit extérieur, hein. Et donc, c'est ce qui apparaît ici sur la représentation symbolique sur les extrémités de la pile. Vous verrez lorsqu'on va corriger donc, le TD sur les piles vendredi, si vous prenez par exemple, hein, la pile qui est ici, hein, bon, les couples qui sont mis en jeu, hein, c'est les couples Zn2 plus Zn et O2H2O, hein, un couple de l'eau. Et donc, vous remarquez que vu qu'on a de la poudre de zinc, hein, on ne peut pas relier donc, la pile au milieu extérieur par l'intermédiaire ici de cette poudre de zinc, hein, parce que sinon, la poudre s'échapperait en fait de la pile. Si vous prenez le deuxième couple, c'est le couple O2HO- qui est ici un des couples de l'eau, hein. Là-dedans, hein, il n'y a pas de métal qui permet donc, de relier en fait la deuxième demi-pile à ce milieu extérieur. Et donc, si on regarde un petit peu à la constitution de cette pile, remarquez bien qu'ici, hein, il y a de l'acier donc nickelé. Donc, cet acier nickelé, hein, n'a pas de propriété, hein, du point de vue en fait, des couples oxydants-réducteurs qui sont mis en jeu dans cette pile, puisque vous remarquez, hein, qu'il n'y a pas d'acier en fait, hein, ni dans la première demi-pile, ni dans la deuxième. Et donc, vous remarquez que le rôle de cet acier, en fait, c'est simplement de permettre à ces deux couples ici, hein, d'être reliés donc, sur le circuit extérieur et donc qu'il y ait des transitions électroniques qui puissent se faire. Et donc, selon, hein, les piles qui sont mises en jeu, on a parfois besoin de rajouter donc, un métal inerte d'un point de vue oxydoréduction pour pouvoir relier donc, les demi-piles au milieu extérieur. Donc, c'est le cas sur cette demi-pile, sur cette pile ici qu'on étudiera vendredi, hein, donc j'en reparlerai vendredi de ça, mais gardez à l'esprit que cette schématisation simpliste ici relative à la pile Daniel, avec
le zinc et le cuivre sur les parties externes, ça, c'est valable que si le réducteur, c'est un métal. En fait. Oui. Monsieur, dans l'exemple que vous venez de montrer, je n'ai pas vu les composants du couple HO, H2O. Non, Ouais. O2 ou HO, c'est pas quoi là. Alors, ça, on va la Je- réétudier donc, en détail Ouais, vendredi, mais si O2, on regarde H2, rapidement, donc, oui. là, on a de la poudre de zinc amalgamée. Donc, on a donc, le zinc solide, donc c'est le réducteur qui est ici, donc le premier réactif. Et le deuxième réactif, c'est le dioxygène. Et en fait, tout l'intérêt de cette pile bouton, c'est que elle se sert du dioxygène présent dans l'air pour fonctionner. Donc, c'est pour ça qu'elles sont particulièrement intéressantes, ces split plates. C'est parce que l'un des deux réactifs est directement puisé dans l'air environnant. Donc, il y a des petits trous qui sont excessivement petits, les trous. On ne les voit pas à l'œil nu. Il faudrait prendre un microscope pour les voir, mais qui permettent une entrée d'air en fait, dans la pile. Et d'un point de vue industriel, ça, c'est génial parce que ça utilise le dioxygène de l'air qui est gratuit pour que la pile, elle fonctionne. Donc là, les deux réactifs sont d'une part la poudre de zinc. Bon, lui, on a cette espèce-là, bon, il faut bien qu'elle y soit. Et puis le deuxième réactif, c'est le dioxygène. Bon, et après, on a l'oxyde de zinc et puis HO- qui, eux, vont être créés lorsque la pile, en fait, va fonctionner. Mais les deux réactifs, oui, effectivement, le deuxième, on ne le voit pas parce que ça utilise le dioxygène présent dans l'air. C'est tout l'intérêt de cette pile, en fait. Et merci. Bien. Alors, la force électromotrice donc d'une pile, bon, ça, c'est des choses effectivement que vous connaissez également. C'est rien d'autre que la tension, la différence de potentiel que l'on va mesurer à l'aide d'un voltmètre, et bien donc aux bornes donc, de la pile. Vous verrez, donc, je pense que la semaine prochaine, on fera un TP justement sur les piles. Et donc, on prendra simplement un voltmètre et on mesurera la différence de potentiel aux bornes de la pile. En fait, quand on s'intéresse à la différence de potentiel, quand on utilise la notation physique qu'on avait vue donc, en électricité, le potentiel, lui, il est noté à grand V d'un point de vue physique. Et donc, la tension de la pile que l'on mesure, c'est la différence de potentiel entre l'électrode de cuivre et l'électrode de zinc. Donc, pour la pile Daniel, elle est de l'ordre de 1,1 volt, cette différence de potentiel. Bon, alors en chimie, en général, le potentiel, on le note grand E, alors simplement parce que le V, souvent en chimie, c'est le volume, donc il ne faut pas confondre les deux. Et donc, en plus, cette notion de potentiel électrochimique a été introduite par Nernst qui a donc introduit cette notation en grand E. Alors, en fait, lorsqu'on mesure la différence de potentiel ici, la tension aux bornes d'une pile, eh bien, on prend simplement, et vous verrez, c'est ce qu'on fera en TP la semaine prochaine, ici à nos deux demi-piles, on a la pile soit qui est reliée donc, sur un récepteur ou pas, vous verrez, ce ne sera pas le cas pour nous la semaine prochaine en TP, et on met simplement la borne plus du voltmètre sur la cathode, la borne moins, ici le COM sur l'anode, et puis ça nous donne le potentiel ici, la différence de potentiel entre la cathode et l'anode, autrement dit, la tension, la force électromotrice de la pile. Après, malgré tout, lorsqu'on s'intéresse ici eh bien, donc, à cette force électromotrice, donc, ça va être lié à une différence de potentiel entre les deux couples redox qui vont être mis en jeu, le couple Cu2+, Cu et le couple Zn2+, Zn. Bon. Quand la pile cesse de fonctionner, on a la force électromotrice qui est nulle. Et donc, ça ne veut pas dire que les concentrations en réactifs sont nulles. Ça peut éventuellement être le cas sur certaines piles, mais ce qui fait que la pile cesse de fonctionner, c'est le fait que la force électromotrice ici soit nulle. Et donc, on remarque que la seule chose que va impliquer la nullité donc, de cette force électromotrice, c'est l'égalité en fait des potentiels de Nernst. Mais ça ne nous donne pas une information directe sur les concentrations des réactifs qui, a priori, vont être non nulles dans le milieu lorsque la pile cesse de fonctionner, sauf cas particulier. Alors, le potentiel de Nernst.
Donc, en fait, ce potentiel de Nernst va avoir une approche assez expérimentale dans un premier temps avant d'arriver à la grosse formule qui va peut-être donner un petit peu plus loin, la formule de Nernst. Donc, ici, l'idée, ça va être historiquement de créer des piles constituées de deux demi-piles et de comparer en fait les tensions des piles obtenues. Alors, quand on fait ça, en fait, vu qu'il y a deux demi-piles qui sont mises en jeu, quand on fabrique une pile, ce n'est pas très pratique. Et donc, Nernst, historiquement, eh bien, il a comparé en fait les forces électromotrices de piles qui étaient constituées toujours avec une référence commune. Et donc, cette référence commune, ça va être ce qu'on va appeler l'électrode standard à hydrogène. Autrement dit, il va constituer donc des piles dont l'une des demi-piles sera toujours la demi-pile qui est représentée à ce niveau-là, de manière ensuite à pouvoir comparer les caractéristiques en fait de chaque demi-pile et donc d'avoir accès au potentiel de Nernst qui va caractériser une demi-pile. Donc cette électrode standard à hydrogène, si vous regardez, eh bien, c'est une solution qui va contenir des ions H3O+. Alors, bien évidemment, la solution électrolytique, elle est électriquement neutre. Donc, il y a un ion négatif ici que je n'ai pas évoqué pour traduire le fait que la solution est électronégativement neutre. Mais en tout cas, d'un point de vue oxydoréduction, ce qui est important, c'est la présence d'ion H3O+. Et ensuite, eh bien, vous avez un petit tuyau ici qui va amener un gaz du dihydrogène présent dans le milieu. Et donc, cette demi-pile qui apparaît ici, c'est la demi-pile qui va être relative au couple H3O+, H2 en fait. Bon, au niveau du fonctionnement de cette demi-pile, eh bien, historiquement, la pression qui était utilisée, c'est une pression en dihydrogène ici de 1 bar. Donc, c'est ce qu'on va appeler la pression standard. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on a déjà rencontré à plusieurs reprises. Donc, remarquez bien qu'il y a un petit zéro ici qui est un exposant qui traduit cet état standard ici, autrement dit une pression de 1 bar en dihydrogène. Et lorsque la demi-pile ici était constituée, la concentration en H3O+ était prise égale également à la concentration standard, un petit zéro en exposant, de 1 mol par litre. Et l'intérêt en fait d'avoir cette référence avec cette valeur particulière de pression et de concentration en H3O+, eh bien, c'est que le potentiel associé à cette demi-pile sera pris conventionnellement nul, égal à 0 volts. Et donc là, on conçoit bien l'intérêt en fait de cette référence commune à toutes les piles qu'a constitué Nernst historiquement. C'est à partir du moment où il constituait une pile dont l'une des demi-piles était l'électrode standard à hydrogène, dont le potentiel ici était nul, la mesure de la force électromotrice de la pile ainsi constituée permettait d'avoir accès directement au potentiel de la deuxième demi-pile qui était mise en jeu, puisque la tension de la pile, je vous rappelle, c'est la différence de potentiel entre les deux demi-piles qui constituent en fait notre pile. Et donc, si l'une des demi-piles a un potentiel nul, la mesure de la force électromotrice de la pile nous donne directement le potentiel de la demi-pile restante. Bon. Au niveau de cette électrode standard à hydrogène, si on ne prend pas une pression de 1 bar ou une concentration de 1 mol par litre, on parlera simplement d'électrode à hydrogène, mais pas d'électrode standard à hydrogène, puisque le potentiel de la demi-pile constituée il est plus nul. Et à ce moment-là, eh bien, l'intérêt que j'ai évoqué précédemment, à savoir la nullité ici de ce potentiel, devient assez limité. Donc, quitte à faire une électrode à hydrogène, on se mettra en général dans les conditions standards pour avoir ce potentiel nul. Alors après, dans la pratique, on ne va pas utiliser en TP l'électrode standard à hydrogène. Alors simplement parce que cette électrode standard à hydrogène, elle met en jeu, comme son nom l'indique, du dihydrogène. Donc c'est un gaz, H2. Ce gaz-là, il n'est pas très pratique à manipuler parce que s'il est en contact de l'air, il y a des risques d'explosion puisque H2 plus O2 peut donner une réaction d'oxydoréduction qui est explosive. Et donc, dès lors qu'on doit manipuler du dihydrogène, c'est franchement pas très pratique.
Et donc, en TP, si on a besoin d'une électrode de référence pour faire des mesures, ça ne sera jamais cette électrode historique qu'on utilisera à cause du problème de manipulation de H2. Donc, des électrodes, il en existe tout un tas. Donc, Monsieur, il y en a une qui est assez pratique, c'est l'électrode Monsieur qu'on qualifie au calomel saturé. Oui. un potentiel nul, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas, enfin, il y a pas de circulation d'électrons? Alors, non, attention, je vous rappelle que, hop, je reprends ma pile Daniel, donc il y a circulation d'électrons dès lors qu'il existera donc une différence de potentiel entre la cathode et l'anode. Okay, il faut juste qu'on ait une différence de potentiel entre la cathode et l'anode. Le fait que le potentiel de l'anode soit égal à 0 volt ou qu'il soit égal à 1 volt, j'ai envie de dire, on s'en fiche. Ce qui est important, c'est la différence de potentiel entre la cathode et l'anode. La valeur de la référence, elle importe peu. Et donc, il suffit juste de se rappeler un peu ce qu'on avait dit en TP. Donc, quand on utilise des appareils électriques, quand on doit brancher ces appareils électriques sur le secteur, eh bien, on avait dit qu'il y a deux types de prises. Il y a les prises là, qui possèdent une fiche femelle ici qui permet un renvoi à la Terre. Et on avait dit pour ces appareils-là, il faut qu'ils soient tous branchés entre eux simplement parce que la borne moins est imposée au potentiel nul de la Terre. Par contre, si vous prenez un chargeur de téléphone, par exemple, il y a simplement deux fiches mâles qui, certes, vont correspondre à une borne plus, à une borne moins, mais à ce moment-là, la borne moins, elle ne sera pas forcément au potentiel nul, et pour autant, l'appareil fonctionne. Donc, c'est important, c'est la différence de potentiel entre la borne plus et la borne moins. Après, le fait que la borne moins soit un potentiel nul ou pas, j'ai envie de dire, peu importe. Si vous prenez la pile Daniel, le potentiel de la borne moins de l'anode, il n'est pas nul, il est de l'ordre de moins 0,77 volts de mémoire. Si vous prenez par contre une pile dans laquelle l'anode est constituée par l'électrode standard à hydrogène, on aura un potentiel nul au niveau de la borne moins, mais pas au niveau de la borne plus. Et donc la pile, elle pourra fonctionner malgré tout. C'est la tension, la différence de potentiel qui est importante. Ce n'est pas la valeur, disons, du potentiel uniquement qui est importante. Okay. Bien, alors cette électrode standard cette électrode au calomel saturé, on sera amené à y regarder un petit peu plus près en TP, comment elle fonctionne, cette électrode. Donc en fait, là pour l'instant, la seule chose qui m'intéresse, c'est d'avoir en tête que cette électrode ici, elle va posséder un potentiel qui est constant, égal à 0,245 volts. Vous remarquez que ce potentiel associé ici à cette demi-pile, il n'est pas nul. Normal, on a dit que ce qui constituait la référence, c'était l'électrode standard à hydrogène. Après, si on constitue en soi une pile dans laquelle l'une des deux demi-piles a un potentiel de 0,245 volts connu, on conçoit bien que la mesure de la force électromotrice est bien petit e, qui sera ici la différence entre le potentiel ici de la demi-pile que l'on utiliserait et de l'électrode au calomel saturé. La mesure de la force électromotrice, vous remarquez que ça permet d'avoir accès au E, puisque si on connaît ce terme, 0,245 volts, et que l'on mesure la force électromotrice de la pile, on peut avoir accès au potentiel. Bien. Ça, on en reparlera dans un TP. Alors, on en arrive à ce qui va être important pour nous, c'est le potentiel ici de Nernst, donc la formule de Nernst. Donc, la formule de Nernst, elle est associée à une demi-équation électronique. Donc, ça n'a pas de sens d'écrire la formule qui est ici si vous n'écrivez pas en fait la demi-équation électronique qui se trouve à ce niveau-là. Donc là, j'ai pris une demi-équation électronique dans un premier temps, tout ce qu'il y a de plus général, dans lesquels j'ai un oxydant, un réducteur qui interviennent, mais également des H+ et des H2O, et un nombre quelconque d'électrons, de manière à avoir la formulation la plus générale de la formule de Nernst. Donc, cette formule de Nernst, on n'a pas les outils pour la démontrer, il faut la connaître, on ne vous la rappellera pas forcément. Donc, vous avez ici le potentiel de Nernst, autrement dit le potentiel associé au couple oxydant-réducteur. Donc, ce terme qui est ici,
c'est le potentiel de la demi-pile que j'évoquais précédemment, en quelque sorte. Eh bien, donc, c'est un terme qui va être constant. Donc, c'est ce qu'on appelle le potentiel standard du couple oxydant-réducteur. Ce terme-là, c'est un terme qui va être tabulé. Autrement dit, suivant l'oxydant et le réducteur que l'on utilise, ce potentiel standard vaudra 1,1 volt, moins 1,4 volts, etc. Donc ça, c'est une valeur numérique fixée que l'on retrouve dans des tables et qu'on vous donnera suivant les couples qui sont mis en jeu. Et après, il y a un terme qui est variable, qui est lié à ce qu'on va mettre dans le milieu réactionnel. Donc, c'est RT sur NF. Donc, R, c'est la constante des gaz parfaits. T, c'est la température en Kelvin. Donc, vous remarquez que déjà, si la température, elle varie, on a ce terme-là qui varie. F, ici, c'est ce qu'on appelle le Faraday. Donc, 96 500 coulombs mol moins 1. C'est rien d'autre que la charge d'une mole d'électrons. Donc, si vous prenez ce Faraday ici, c'est rien d'autre que le produit du nombre d'Avogadro par la charge élémentaire ici. Donc, si vous multipliez 6,02 fois 10 exposant 23 par 1,6 fois 10 puissance moins 19, vous retombez sur 96 500, c'est la charge d'une mole d'électrons. Le N, c'est le nombre d'électrons échangés dans la demi-équation électronique. Et après, vous avez un logarithme népérien avec un quotient. L'activité ici de l'oxydant fois l'activité de H+, il faut bien penser aux nombres stoichiométriques qui interviennent au niveau de ces deux espèces chimiques. Et au niveau du dénominateur, vous avez l'activité du réducteur et l'activité de H2O, avec pareil, les nombres stoichiométriques qui interviennent. Donc là, il faut bien faire attention à plusieurs choses. Quand on parle de potentiel de Nernst, c'est le potentiel de Nernst associé donc, à une demi-équation électronique. Donc, surtout, n'allez pas parler d'équation redox, sinon ça n'a plus de sens. Et puis ensuite, il faut bien prendre au niveau donc, du logarithme népérien, ici, les bonnes espèces au niveau du numérateur et du dénominateur de la fraction obtenue. Donc, tout ce qui est relatif à l'oxydant ou du côté de l'oxydant, c'est au numérateur. Et tout ce qui est du côté du réducteur, c'est au niveau du dénominateur. Alors, bien évidemment, suivant les demi-équations électroniques qui sont mises en jeu, on va prendre quelques exemples un peu plus loin. Il y a certaines espèces qui peuvent ne pas apparaître. Si vous prenez le couple Cu2 plus Cu, il n'y a pas de terme en H+, il n'y a pas de terme en H2O qui interviennent, puisque la demi-équation électronique, c'est simplement Cu2 plus 2 électrons qui donnent Cu. Et donc, ces termes-là, vous verrez, d'un point de vue pratique, ils n'apparaîtront pas. Ce que vous devez garder à l'esprit, c'est qu'au numérateur, il faut mettre, en gros, tout ce qui apparaît dans la demi-équation électronique et qui est du côté de l'oxydant. Et pareil, au niveau du dénominateur, tout ce qui est du côté du réducteur. Donc là, je vous en ai donné la formulation, en gros, la plus générale possible. Monsieur? Oui. Pour R, c'est pas 8,314? C'est une autre constante ou non? Si, je ne sais pas pourquoi j'ai mis 9. Oui, c'est un 8 ici. Effectivement. Bien. Alors, cette formulation de Nernst, la plupart du temps, on ne l'utilise pas donc, de cette manière-là. Simplement, on en donne ici l'expression approchée qui se trouve bien encadrée. Et sauf cas très particulier ou mention contraire, c'est avec cette formulation-là que l'on travaillera plutôt qu'avec la première. Alors, conventionnellement, on se place à 298 Kelvin, 25 degrés Celsius, pour aboutir ici à cette formulation numérique approchée, en remarquant simplement le fait que si on fait en fait RT sur F fois ln de 10, l'application numérique, ce terme il est environ égal à 0,06. Alors, suivant la précision que l'on souhaite, on trouve parfois deux chiffres significatifs au niveau donc, de l'application numérique. Parfois, on en met qu'un, 0,059 ou 0,06, tout dépend en fait de la précision qui est utilisée. Donc ça, j'ai envie de dire, ce n'est pas très, très grave. Alors, je vais dire pourquoi juste après. Alors, un autre point important, c'est que, attention, de manière à avoir une valeur numérique ici qui est pratique à utiliser, on est passé d'un logarithme népérien sur la première formule, qui est ici, un logarithme décimal. Donc là, c'est bien un log à base 10. D'accord ? Donc attention de ne pas confondre
les deux formulations. Si vous avez ici 0,06, c'est bien un log à base 10. Si vous avez la formulation générale, c'est un logarithme népérien. Donc là, on passe simplement à un logarithme décimal, simplement parce que, on a ici une valeur numérique qui est simple à manipuler. Bon, remarquez bien que, hormis ici le 0,06 log, tout le reste, c'est inchangé. Bien. Et donc, sauf mention contraire, j'insiste, mais c'est cette formulation-là que l'on utilisera pour exprimer le potentiel de Nernst. Alors, ce qu'il faut avoir en tête également dans l'expression de ce potentiel de Nernst, c'est qu'il y a la grandeur tabulée, c'est le potentiel standard qui se trouve à ce niveau-là. Donc ça, je vous ai dit, c'est une valeur numérique que l'on vous fournira, qu'on trouve dans des tables. Et puis, donc, il y a ce terme supplémentaire ici qui, lui, va dépendre des conditions opératoires dans lesquelles on va se placer. Bon, malgré tout, gardez à l'esprit que ici, eh bien, si vous regardez bien, il y a un log à base 10 qui intervient. Donc, le log à base 10 va complètement écraser en fait les valeurs numériques qui se trouvent au niveau du quotient qui se trouve à ce niveau-là. Et en plus, vous remarquez qu'il y a un 0,06 devant le log à base 10. Et donc, sauf cas très particulier, eh bien, ce terme-là, 0,06 sur n log de ce grand quotient, eh bien, ça sera un terme qui sera petit devant le terme de potentiel standard qui se trouve à ce niveau-là. Et donc, il faut voir en quelque sorte ce terme-là comme un terme correctif à la valeur du potentiel standard quand on veut obtenir la valeur du potentiel de Nernst. Mais gardez à l'esprit que ce terme-là, souvent, il est de l'ordre du millivolt, voire de la dizaine de millivolts, alors que ce terme-là, lui, il est plutôt de l'ordre du volt. Donc, c'est bien un terme correctif, lié au fait que le log à base 10 ici va écraser ici le quotient, d'une part, et le fait qu'il y ait en plus un 0,06 qui vienne composer ici notre log. Et donc là, ce terme-là, la plupart du temps, il sera petit. Alors, si on prend quelques exemples pour illustrer ce potentiel de Nernst, donc le premier exemple, c'est le couple Fe3+, Fe2+. Donc, je vous ai dit, un potentiel de Nernst n'a de sens que s'il y a une demi-équation électronique associée. Et donc, la première chose qu'il faut faire pour écrire un potentiel de Nernst, c'est commencer par écrire la demi-équation électronique. Sinon, ça n'a pas véritablement de sens. Donc, Fe3+, plus électron donne Fe2+. On a ensuite le potentiel de Nernst, ici, qui est égal au potentiel de Nernst standard, valeur tabulée connue, plus 0,06 sur le nombre d'électrons échangés, il n'y en a qu'un, fois le log. Et alors ensuite, au niveau du log, vous remarquez qu'au numérateur, on va simplement écrire l'activité de Fe3+. Donc l'activité de Fe3+, c'est rien d'autre que la concentration de Fe3+, sur la concentration C0 de 1 mol par litre de référence. Et puis pour Fe2+, c'est la même chose. C'est la concentration de Fe2+, sur la concentration C0 de 1 mol par litre de référence. Et donc, quand on fait le rapport des deux activités, vous remarquez que les termes en C0 se simplifient. Et il reste donc que le rapport des concentrations de Fe3+, sur Fe2+. Si on prend le couple Zn2 plus Zn, donc pareil, on écrit les demi-équations électroniques. Et donc là, vous remarquez que c'est important d'écrire l'état physique des espèces chimiques qui sont mises en jeu, puisque au niveau du quotient qui intervient à l'intermédiaire du log, ici, ce sont les activités qui vont intervenir. Et donc, ici, autant, on a une espèce en solution. Et donc, l'activité, on la retrouve à ce niveau-là. C'est la concentration de Zn2+, sur C0. Autant Zn, c'est un solide, et on sait que l'activité d'un solide, ça vaut 1. Et donc, le potentiel de Nernst prend par voie de conséquence la forme simple, potentiel standard, plus 0,06 sur 2 électrons échangés, donc, vous avez le 2 ici, fois log de l'activité ici de Zn2+, simplement, qui apparaît, puisque l'activité du zinc métallique va être nulle.
Pour finir, hein, j'ai pris donc l'exemple dans lequel on a à la fois DH+, DH2O qui interviennent. Bon, là, on retombe sur la formulation de Nernst que j'avais donnée sous la forme la plus générale. Hein. Donc, vous remarquez que le potentiel de Nernst, ici, c'est le potentiel standard, plus 0,06 sur 5 électrons échangés. Le log à base 10, donc l'activité ici de l'oxydant, donc concentration de MnO4- sur ces zéros, fois l'activité de H+ à la puissance 8, attention, il ne faut pas oublier, hein, il y a un nombre stoichiométrique ici, divisé par l'activité de Mn2+, fois l'activité de H2O à la puissance 4. Comme H2O, c'est le solvant, hein, l'activité va être égale à 1. Et donc, on arrive sur la formulation donc, du potentiel de Nernst qui est ici. Si on regarde un petit peu l'expression de ce potentiel de Nernst, hein, donc, ce que je vais dire là, on ne va pas en avoir besoin tout de suite, hein, ça va servir plus dans les chapitres qui suivent, mais remarquez bien que quand dans la demi-équation électronique, eh bien, il y a formellement des H+ qui interviennent, il y a un terme ici de concentration de H+ qui va apparaître. Bon, on a une concentration de H+, on a également ici un terme en log, et donc ce potentiel de Nernst, vous verrez, hein, on sera amené donc à le retravailler un petit peu hein, dans les chapitres qui suivent, donc plus spécifiquement hein, dans le chapitre sur les diagrammes potentiels pH, en fait hein, donnant un rôle particulier à ce terme qui est ici. Donc ici, hein, si je découple en fait hein, le H+ des autres termes, vous remarquez hein, qu'on va pouvoir faire apparaître ici un terme en log de H+ sur C0, et ce terme-là, hein, c'est rien d'autre que moins le pH. Et donc, vous remarquez hein, que, en fin de compte, hein, l'aspect acido-basique, hein, il va jouer un rôle hein, dans tout ce qui est oxydoréduction, dès lors qu'il y aura des ions H+ dans le milieu réactionnel hein, du fait de l'utilisation de couples oxydant-réducteurs particuliers. Et donc, d'un point de vue pratique, il faudra superposer hein, cet aspect acido-basicité, en gros tout ce qu'on a raconté dans le chapitre précédent, hein, à cet aspect oxydoréduction. Alors, dans un premier temps, hein, on va s'intéresser qu'à de l'oxydoréduction, hein, donc cet aspect-là, il ne va pas beaucoup intervenir, mais vous verrez que dans le dernier chapitre, là, sur les diagrammes potentiels pH, eh bien, on s'intéressera à tous les aspects là, qui peuvent se produire dans le milieu réactionnel, d'un point de vue des transformations en solution, et donc en particulier à cet aspect acido-basique qui se cache ici hein, dans le terme en H+. Bien. Alors, on en arrive à quelques applications. Donc, les premières applications, elles sont assez classiques. Hein. Donc, dans l'application numéro 1, on s'intéresse ici à une pile zinc-argent. Donc, vous avez ici la représentation donc, symbolique de la pile. On vous donne des valeurs de concentration. Alors, bien évidemment, hein, c'est la concentration de Ag+ et de Zn2+, ici, hein, puisque Ag et Zn sont des solides. Et donc, on vous demandait de représenter la pile, de déterminer donc, la force électromotrice de la pile, et puis ensuite de s'intéresser donc au fonctionnement ici de cette pile. Alors, je vais basculer sur le tableau blanc. Hop. Alors, le tableau blanc. Bien. Alors. Bien. Donc, on commençait hein, par demander donc, de représenter ici donc, la pile. Donc, la pile, si je la
représente, on va la représenter donc, schématiquement, comme je l'ai fait donc, pour la pile Daniel. Donc ici, on a donc nos deux demi-piles avec des ions Ag+, et des ions Zn2+. Donc, gardez à l'esprit que les solutions sont électriquement neutres. Et donc, il y a forcément des ions négatifs ici au niveau donc, de chacune des deux demi-piles, de manière à ce qu'on ait globalement une solution et qui ne soit pas chargée. Donc, ce qui peut arriver parfois, c'est le cas dans cet exercice, c'est qu'on ne parle pas en fait spécifiquement de la solution électrolytique. Donc, on ne sait pas trop les ions négatifs qui sont mis en jeu ici. Mais en tout cas, il y en a, puisque la solution elle est électriquement neutre. Et puis ensuite, je vais avoir donc, mon électrode d'argent ici qui va permettre de relier la pile au milieu extérieur. De l'autre côté, mon électrode de zinc ici. Et puis, il ne faut pas oublier donc, le pont salin qui va permettre bien, donc, justement à la pile de fonctionner, autrement dit, à ce que les solutions restent électriquement neutres ici. Bien, donc ça c'est pour la représentation de la pile. On demandait ensuite de déterminer donc, la force électromotrice de la pile. Donc la force électromotrice de la pile. Donc là, eh bien, il va falloir avoir accès donc, au potentiel de Nernst correspondant. Donc là, je vous ai dit, ce qui est important, c'est donc, de commencer par écrire la demi-équation électronique. Donc ici, on va avoir Ag+, plus un électron qui donne Ag. Donc là, vraiment, aucune difficulté pour l'écriture de la demi-équation électronique. Donc on peut l'écrire directement. Surtout, pensez à bien écrire l'état physique des espèces chimiques qui sont mises en jeu, puisque dans le potentiel de Nernst, ça va être important. Donc le potentiel de Nernst, ici, du couple Ag+, Ag, c'est le potentiel standard du couple Ag+, Ag. Donc, plus 0,06, donc sauf mention contraire, on se place toujours dans cette convention que l'on est à 298 Kelvin. Sur le nombre d'électrons échangés, il y en a 1, fois le log à base 10, ici, de l'activité de Ag+, sur l'activité de Ag. Et donc, si je poursuis ici, le potentiel standard du couple Ag+, Ag, il vous est donné dans l'énoncé, c'est E20. Donc, plus 0,06. Log de la concentration donc, de Ag+, sur la concentration, donc C0, 1 mol par litre de référence. La concentration de Ag+, étant notée petit c ici. Donc, on a E20 plus 0,06 log de petit c sur C0. Donc, voici pour le potentiel de Nernst de ce couple-là. Donc, si on regarde un peu les valeurs numériques, donc le potentiel standard associé à ce couple, il vous est donné dans l'énoncé. Donc, ça, c'est ce que je vous ai dit. Ce sont des valeurs qui sont tabulées. Vous ne pouvez pas donc, les deviner. Donc, vous avez plus 0,80 volts pour la valeur du potentiel standard, ici, E20. Et ensuite, vous avez plus 0,06 fois log de la concentration ici donc, de Ag+, qui vaut ici 0,18 mol par litre. Et donc, si on fait l'application numérique, donc on a pour ce potentiel standard 0,76 volts. Et donc là, on est typiquement dans le cas de figure que j'évoquais précédemment. Remarquez bien qu'ici, on a 0,80 volts ici pour le terme de potentiel standard. Le terme qui est ici, il est égal à peu près à moins 0,04 volts. Donc, ce terme-là, il faut vraiment le voir comme un terme correctif
liées aux conditions expérimentales que l'on utilise. Si on utilise une concentration de Ag+ différente, eh bien, remarquez que cette valeur ici va changer, mais ça ne va pas fondamentalement faire évoluer la valeur du potentiel, puisqu'on passe ici simplement de 0,81 à 0,76 volts. Si je fais la même chose pour le deuxième couple, c'est la même chose, c'est Zn2 plus Zn, donc aucune difficulté pour écrire la demi-équation électronique. Donc on a Zn2 plus 2 électrons qui donne Zn. Donc, encore une fois, il faut bien préciser l'état physique des espèces qui sont mises en jeu, parce que sinon, on ne peut pas écrire correctement le potentiel de Nernst derrière. Donc, le potentiel de Nernst, ici, du couple Zn2 plus Zn, c'est le potentiel standard de ce couple, plus 0,06 sur le nombre d'électrons échangés, donc attention, il y en a 2 cette fois-ci, log de l'activité de l'oxydant, Zn2+, sur l'activité du réducteur. Donc là, attention, c'est un solide, donc l'activité sera égale à 1. Et donc, on a ici E01 plus 0,03 log donc de C'. Encore une fois, si on fait l'application numérique, on avait moins 0,76 volts pour E10 et pour le C', c'était 0,30 volts. Pardon, 0,30 mol par litre. Et donc, si on fait l'application numérique, on trouve ici moins 0,78 volts. Pour ce potentiel de Nernst. Et donc, encore une fois, on avait un potentiel standard en moins 0,76 volts. Vous remarquez que le terme en log, ici, va venir, certes, modifier un peu la valeur, mais pas de manière significative non plus. Donc, gardez à l'esprit que, sauf cas très particulier, ce terme-là, c'est un terme correctif qui va dépendre des conditions expérimentales, qui va venir faire varier un petit peu à cette valeur tabulée, mais pas de manière non plus exceptionnelle. Bien, donc la force électromotrice de la pile. Donc, si vous regardez, moins 0,78 volts pour ici, ce potentiel-là. On a 0,76 volts pour ce potentiel-là. Et donc, si je mets un voltmètre, et donc là, je parle simplement de voltmètre, aux bornes de la pile, la borne plus, la cathode sera à gauche ici, la borne moins sera à droite, et donc la force électromotrice ici de notre pile, petit e, ça correspond à rien d'autre que le potentiel du couple Ag plus Ag, moins le potentiel du couple Zn2 plus Zn. Et donc, on a ici une force électromotrice de 1,54 volts pour notre pile. Donc ça, c'est à peu près l'ordre de grandeur récurrent au niveau des piles qui sont utilisées en oxydoréduction. Les forces électromotrices, la plupart du temps, elles sont de l'ordre du volt. Donc c'est lié en fait à l'échelle des potentiels standards ici qui est assez limitée. Donc on va généralement entre moins 2 et 2 volts. Donc ça, on en reparlera dans le chapitre qui suit. Et donc la plupart du temps, pour les piles, ça nous donne des forces électromotrices qui sont à peu près dans cette gamme-là, de l'ordre de quelques volts à 2-3 volts, grand maximum. Bien, donc pour finir, on vous indiquait que cette pile alimentait donc une ampoule. Et donc, on vous demandait
ici hein, d'écrire la réaction de fonctionnement donc, de la pile. Hein. Donc là, il faut bien garder à l'esprit hein, que cette fois-ci, notre pile, elle va débiter. Hein. Donc, quand la pile débite, hein, eh bien, on va avoir une réaction d'oxydoréduction. Et donc, gardez bien à l'esprit hein, ce que j'évoquais dans le cours précédemment, hein, et puis sur le schéma que j'ai fait hein, également juste avant. Si on met simplement un voltmètre, la pile, elle ne débite pas. Hein, donc, il n'y a pas de réaction d'oxydoréduction qui se produit hein, entre la demi-pile de gauche et la demi-pile de droite. Pour que la pile débite, hein, il faut qu'on relie la pile hein, sur cette ampoule. Hein. Bon, la borne plus, hein, c'est la cathode. Il y a une réduction. Autrement dit, hein, on a Ag+, plus électron qui va donner Ag. Et au niveau donc de la borne moins, c'est l'anode. Il va y avoir une oxydation. Autrement dit, Zn, qui va donner Zn de plus 2 électrons. Gardez bien à l'esprit qu'il faut qu'on ait le même nombre d'électrons qui soient échangés hein, dans les deux demi-réactions électroniques, puisque les électrons hein, ne peuvent pas exister en solution. Et donc, au final, hein, on aura la réaction redox suivante de fonctionnement. Hein, donc, 2Ag+, donc plus Zn, qui donne 2Ag solide, plus Zn de plus. C'est la réaction de fonctionnement de la pile. On demandait également les concentrations donc, de Zn de plus et de Ag+, lorsque la pile ne débite plus. Donc, quand la pile elle est usée, eh bien, donc, on a la force électromotrice de la pile qui est égale à 0. Donc, ça veut dire que lorsque la pile est usée, hein, on a ici hein, le potentiel de Ag plus Ag qui va être égal au potentiel du couple Zn de plus Zn. Et donc, cette égalité ici des potentiels hein, nous permet eh bien, d'avoir une relation entre les concentrations de Ag+, et de Zn de plus. Donc, si je reprends les expressions des potentiels de Nernst que j'avais écrits, donc je vais avoir E de 0, donc plus 0,06 log de la concentration en Ag+, et alors là, attention, hein, c'est final, hein, puisqu'on s'intéresse au moment où la pile elle va être usée, qui est égal à E10 plus 0,03 fois log de la concentration de Zn de plus finale ici. Alors, il faut le C0 pour l'homogénéité. Bien. Donc là, hein, il va falloir réarranger un tout petit peu en fait hein, l'écriture, pardon. Hein. Donc là, l'idée, hein, ça va être eh bien, donc, de trouver un lien entre les concentrations de Ag+ et Zn de plus. Hein, et donc, il va falloir regrouper ici les termes en log. Hein. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire donc, la différence entre les deux termes en log. Hein. Donc, ici, j'ai E de 0 moins E10 qui va être égal à 0,03 log ici de la concentration de Zn de plus finale
sur ces zéros. Donc, moins 0,06 sur 2, log de la concentration de Ag plus finale sur ces zéros au carré. Alors, si vous regardez un petit peu ce qui change par rapport à la ligne d'avant, remarquez bien que l'idée, ça va être d'essayer de regrouper les deux termes en log. Bon, la seule chose, c'est que là, j'ai un 0,03, alors qu'ici, j'ai un 0,06. Et donc, je vais faire apparaître un 0,03 ici devant le terme en log qui se trouve à ce niveau-là. Donc, ici, j'ai mon 0,03. Alors, bien évidemment, il faut que ça reste égal à 0,06 fois log du quotient. Et donc, c'est la raison pour laquelle j'ai mis un carré à ce niveau-là, puisque si je fais sortir donc, le carré, ça me simplifie le 2 qui est ici, on retombe bien sur l'expression précédente. Mais l'intérêt de faire ça, c'est que j'ai un terme en 0,03 qui va me permettre ici donc, de faire apparaître un terme en log unique qui va être égal à la concentration de Zn2+, finale, sur la concentration en Ag+, finale, au carré. Et donc, si on résume, on a la concentration de Zn2+, finale, sur la concentration de Ag+, finale au carré, qui va être égal à 10 exposant E2,0 moins E1,0 sur 0,03. Monsieur, Oui. pour l'homogénéité, il ne manque pas un C0. Si j'ai oublié le C0 ici. Bien. Si on regarde l'expression que j'ai obtenue, et puis je m'arrêterai là, vu que vous avez cours de français derrière, eh bien, vous remarquez qu'on a ici un quotient qui fait intervenir la concentration de Zn2+, finale, sur la concentration de Ag+, finale au carré. Et donc, le terme de gauche de l'égalité ici, c'est rien d'autre que la constante d'équilibre ici de cette réaction redox associée au fonctionnement ici de la pile. Et si on fait donc l'application numérique, on trouve ici pour la constante d'équilibre 10 exposant 51. Et donc, on remarque que la transformation est totale. Ça voudra donc dire, et j'y reviendrai vendredi, que Ag+ finale, c'est à peu près égal à 0. Et la concentration de Zn2+ finale va être donnée par le tableau d'avancement, que je n'ai pas encore fait, je ne veux pas le bâcler, donc on va s'arrêter là. Mais disons, le fait qu'on utilise ici l'égalité des potentiels, le fait que la pile soit usée lorsqu'elle ne débite plus, ça permet de faire apparaître la constante d'équilibre ici associée à la réaction de fonctionnement de notre pile, de se rendre compte qu'elle est totale. Et donc, dans ce cas particulier qui est ici, pour cette pile particulière, on remarque que Ag+ va être totalement consommé. Donc ça, c'est propre à la pile qu'on a constituée. Bien. Monsieur, oui. Si on avait trouvé un coefficient tel que la transformation n'était pas totale, il aurait fallu faire un